Bah ouais, mais j'ai pas le son. C'est normal, ça n'a pas encore commencé. Bonjour. Je vais juste vous demander de bien désactiver Ah, vos micros, ah, s'il vous ok, plaît. faut fermer. Faut Euh, fermer. alors, donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Normalement, il n'y a pas de salle d'attente, donc tout le monde peut intégrer le webinaire, mais n'hésitez pas à faire rentrer les collègues. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est très content de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année 2026 qui va porter sur la prise en charge des mineurs non accompagnés. Comme pour chaque webinaire, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange entre professionnels. Nous, on est essentiellement là pour favoriser l'organisation. Et donc, c'est une présentation qui va se faire en 3 temps. On a d'abord Barbara Bertini, donc, qui est notre coordinatrice régionale des PASS EMPP en région Île-de-France, qui va introduire le sujet. Et ensuite, on aura deux équipes qui vont venir présenter leurs pratiques et voilà, vous partager leur expérience. Donc, il s'agit de l'équipe Méopsy du CHU de Lille et de la passe mobile mineur non accompagnée du Vinatier à Lyon. Et donc, sans plus attendre, Barbara, si je te laisse la parole. Je peux faire passer les diapos. Bonjour à toutes et tous. Euh, moi, je vais très rapidement juste faire une intro pour mettre un peu les cadres, hein, notamment les cadres quantitatifs et administratifs de ce qu'on entend par mineurs non accompagnés. Slide. Je peux le faire passer moi-même ou pas, Emma? Non, c'est moi, je crois. Ok. Donc, en fait, il y a une définition qui est celle au niveau reconnu au niveau international, c'était les slides d'avant, mais peu importe, que c'est celle du commissariat, de l'autre commissariat aux Nations Unies, qui définit, voilà, qui définit un mineur non accompagné comme un enfant, voilà, âgé de moins de 18 ans et qui est séparé de ses deux parents. Et ça, c'est une définition qui est reconnue au niveau international. Et tout de suite, dans le slide d'après, là où ça se complique, que chaque pays peut avoir une définition différente et a fortiori, on va dire, une, euh, un statut administratif différent. Donc, par exemple, en France ou en Espagne, la prise en charge d'un mineur non accompagné, c'est du ressort de l'aide sociale à l'enfance. Dans des autres pays, peu importe, hein, il faut que les mineurs puissent demander, faire une demande d'asile. L'Italie, par exemple, ne reconnaît pas comme mineurs non accompagnés les ressortissants de l'Union européenne. Donc, vous voyez, déjà, ça se complique sur la définition et comment définir un mineur non accompagné selon les différents pays de l'Union européenne. Slide, chose qui implique d'une façon très... il y a un rapport des causes-effets qui, à part l'effet de dire qu'ils sont mineurs et donc en tant que mineurs, ils ne peuvent pas, on ne leur peut pas opposer les statuts d'irréguliers ou irréguliers. À part ça, on a effectivement des prises en charge qui sont différentes d'un pays à l'autre et surtout, on a une réelle difficulté à quantifier les nombres des mineurs non accompagnés qui arrivent au niveau de l'Union européenne. Slide d'après, au niveau de la région Île-de-France, donc, et au niveau national, on a des données qui sont enfin, qui sont objectives et objectivables, mais uniquement pour les mineurs reconnus comme mineurs non accompagnés et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, vous avez un rapport qui est celui de la mission mineurs non accompagnés, que c'est donc c'est de l'interministériel à me rattache au ministère de la Justice, que tous les ans établit un rapport d'activité en faisant état du nombre de mineurs non accompagnés confiés à l'ASE et fait après région par région, département par département, parce qu'il y a une solidarité entre départementales. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a on va dire, une solidarité imposée entre régions et départements pour avoir un nombre plus ou moins équitable des mineurs pris en charge au niveau des différentes régions et différents départements. Donc, très rapidement,
vous voyez bien qu'à part les années Covid, il y a un nombre des mineurs non accompagnés et reconnus qui progresse d'une année en année. Voilà la slide suivante. Là, je vous le fais très rapidement. Donc, on constate à peu près un réajustement de l'âge. La slide suivante met en avant, par contre, une augmentation, et ça, c'est quand même assez important, une augmentation de la proportion des mineurs non accompagnés filles. Il y a encore, enfin, en 2016-2017, en fait, ces phénomènes d'arrivée des mineurs non accompagnés a pris des proportions quantitatives qui ont impliqué un comptage. On était à presque 0% des filles en tant que mineurs non accompagnées. Et là, on est à peu près à 8 à 9%, qui en soi, c'est pas beaucoup, mais ça représente des réalités sociologiques extrêmement préoccupantes. Donc, avec une augmentation des mineurs non accompagnés filles qui arrivent avec les mêmes périples migratoires que les MENA garçons, avec un passage par la Libye, périple migratoire assez long, traversé de plusieurs pays, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme possibilité de violences sexistes et sexuelles. Slide suivante, on va aller très vite sur les pays d'origine, donc ils varient d'une année sur l'autre, alors avec un nombre, alors à part, on va dire, un changement sur les mineurs en provenance d'Afghanistan, mais qui, eux, sont plutôt dans une démarche des demandes d'asile, et à part la parenthèse au tout début de la guerre contre l'Ukraine, on a vu un nombre assez important de mineurs non accompagnés originaires d'Ukraine. Sinon, ce sont à peu près toujours les mêmes pays que d'une année sur l'autre, ça varie, mais on va dire, pour faire simple, on est sur une majorité des mineurs non accompagnés qui viennent des pays d'Afrique francophone et plutôt à la marge, selon les contextes géopolitiques, Afghanistan, Égypte, Pakistan, Bangladesh, Ukraine, etc. Mais on va dire que majoritairement, c'est plutôt des pays d'Afrique subsaharienne, Maghreb et des pays francophones. Slide d'après. Voilà, or derrière ces données, bien évidemment, et derrière la définition d'un mineur non accompagné, il y a plusieurs réalités sociologiques. Donc, il y a des demandeurs d'asile, il peut y avoir des mineurs non accompagnés en transit, donc qui ne souhaitent pas être repérés par l'aide sociale à l'enfance, parce que l'idée, c'est plutôt, enfin, ils passent en France, mais la grande majorité pour passer en Angleterre, voire dans des autres pays. Et après, il peut y avoir effectivement des mineurs qui étaient déjà isolés et déjà émancipés dans leur pays d'origine. Il peut y en avoir d'autres. Alors, tout ça, ça peut se surposer, bien évidemment, victimes des traîtres humaines. Il peut y avoir des mineurs qui sont partis avec un adulte et qui ont perdu de vue au long du voyage. Des gamins qui sont partis tout seuls dans l'idée de venir rejoindre quelqu'un, des autres qui ont été mandatés par leur famille, ou alors qui sont partis seuls ou en groupe sans en informer la famille. Voilà. Donc ça, c'est important aussi parce que derrière la définition socio-administrative, il y a énormément de réalités sociologiques différentes. Slide d'après. Chose qui implique que c'est... Enfin, là, je vous ai mis très rapidement. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas vu les films, Moi, Capitaine, je vous invite à vraiment voir ces films parce qu'ils relatent bien, au-delà du périple migratoire, un peu les raisons des départs. Pareil, c'est deux jeunes gens, probablement mineurs, et un autre bouquin qui s'appelle Bilal sur la route des clandestins, qui ne parle pas spécialement des mineurs non accompagnés, mais de toute l'économie parallèle par rapport au périple migratoire et donc voir comment chaque étape représente une épreuve, mais aussi comme les différents pays et les différents États font de la migration un vrai business économique et pas très gentil. Voilà, slide d'après. Donc, derrière ces réalités sociologiques, eh ben, malheureusement, il y a aussi des réalités administratives. Donc, effectivement, il y a mineurs non accompagnés
primo-arrivant qui n'a eu aucun contact avec les services départementaux. Après, il peut être en cours d'évaluation. Alors, chez nous, en région Île-de-France, c'est très, très rapide. Entre les moments que les mineurs est identifié et les moments où il est évalué, il y a un délai de 5 jours maximum. Mais ces 5 jours peuvent devenir plus selon les départements et selon des situations individuelles. Pendant cette période d'évaluation, il peut être mis à l'abri ou pas. Voilà. Après, les mineurs peuvent être reconnus. Dans ces cas-là, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et là où ça se complique, c'est quand il n'est pas reconnu. Et donc, et à partir de là, donc il n'est pas reconnu ni mineur, ni isolé. Et à ce moment-là, les jeunes peuvent faire recours. Et pendant cette période des recours, donc la période des recours n'est pas suspensive. Donc, les jeunes sont considérés comme étant mineurs, mais en attendant la décision finale du juge. Néanmoins, il peut avoir accès au dispositif des droits communs adultes, et c'est à ce moment-là, donc c'est soit primo-arrivant avant d'être évalué, soit majoritairement dans notre réalité professionnelle, c'est les mineurs non reconnus, que les mineurs peuvent rentrer en contact avec les PAS, les permanences d'accès aux soins de santé, en ce qui concerne des problématiques de santé somatique, et les MPP, en ce qui concerne la détresse psychique. Slide d'après. Je vous la fais très vite parce que je ne veux pas empiéter sur les temps, mais vous voyez, les parcours de reconnaissance des minorités est assez compliqué, ça peut être assez chronophage, notamment la période des recours, et juste, vous le savez sûrement, mais en fait, cette évaluation va se passer sur la base d'un entretien avec des personnes qui sont formées, mais qui ne sont pas forcément psychologues, enfin, voilà, ce sont des personnes qui sont formées à l'entretien, et c'est à partir de la base d'un entretien et d'un questionnement qui est assez harmonisé au niveau national, mais qui peut être aussi, peut donner lieu à des interprétations arbitraires. Et c'est sur la base de cet entretien que les associations qui sont déléguées par l'aide sociale à l'enfance vont émettre un résultat de dire que la personne est mineure, ou alors il n'est pas mineur, il n'est pas isolé. Slide d'après. Donc, c'est la période du recours qui effectivement peut durer de quelques semaines à quelques mois, voire parfois plus, voire presque un an. Et c'est pendant effectivement cette période qu'on est confronté à des mineurs non accompagnés à la rue, et donc pouvant bénéficier de la prise en charge et de l'accompagnement des MPP, et où, on verra après, des équipes qui sont spécialisées dans cette prise en charge et prise en soin. Slide d'après. Voilà, je termine juste en disant qu'effectivement, cette période un peu grise sur ils sont mineurs parce que les juges n'ont pas encore statué, ils sont en recours, mais le recours n'est pas suspensif. L'ARS Île-de-France, mais aussi l'ARS PACA, la PHP, enfin, il y a eu effectivement pas mal d'équidés et des notes d'information au niveau des ARS et du ministère. Et je vais conclure par là pour mettre à disposition des acteurs des terrains des repérages sur orientés selon, on va dire, les statuts et là où il se trouve dans sa démarche administrative, les mineurs non accompagnés, vers qui pouvoir orienter, comment, quel accès aux droits en absence d'adultes ayant l'autorité parentale. Donc, vous pouvez, c'est en libre accès sur les sites de l'ARS, et ce qui est fait au niveau régional est valable au niveau national parce qu'il n'est fait état que du code de la famille, du code de la santé, et ainsi de suite. Et pour finir, slide d'après. Donc voilà, ça c'est ça. Donc tous ces notes sont faites entre l'enregistrement, la prise en charge, les signalements au parquet, la sortie d'hospice, la délivrance des médicaments. Donc ces notes sont vraiment forgées
à partir des étapes du parcours du mineur non accompagné. Slide suivante. Sachant qu'effectivement, ce qu'on voit, mais ça, vous allez développer après, c'est sur l'état de santé des mineurs pris en charge. Donc, il y a un côté somatique qui a des caractères communs, c'est les retards vaccinaux et beaucoup de pathologies qui sont vraiment liées à l'état de précarité des situations de vie qui rencontrent ces mineurs non accompagnés, non pris en charge par les sociales à l'enfance, donc non hébergés, ayant aussi parfois des difficultés d'accès à l'aide alimentaire. Et après, au niveau psy, c'est pas moi, si je laisserai les paroles à mes collègues d'après. Et je termine. Voilà, ça c'est un peu quelques photos des conditions parfois des vies des mineurs non accompagnés en attente, en recours. C'est pas toujours ça, hein, c'est pas pour vous faire pleurer, mais ça peut être ça, des périodes de vie à la rue, souvent. Et slide d'après, avec effectivement aussi un guide qui a été édité il y a quelques années, mais qui reste totalement valable sur toutes les recours relatives enfin, avant les passages de l'évaluation et notamment sur l'aspect psy, parce qu'effectivement, certains traumatismes en état de santé psychique peuvent avoir un impact direct sur l'évaluation et donc compromettre la reconnaissance de la minorité et de l'isolement. Et je vous remercie. Voilà, ça, je vous ai mis un peu des repères bibliographiques. C'est pas exhaustif, mais c'est juste pour vous donner quelques repères. Merci beaucoup, Barbara. Je vous propose qu'on enchaîne les 3 présentations et on aura ensuite un temps assez long d'échange sur tous ces sujets. Merci Barbara. Et maintenant, l'équipe donc, du CHUDLI, l'équipe Méopsy. Bonjour. Bonjour. Alors, mon collègue est... est-ce que soit je peux commencer tout seul, soit peut-être passer après les collègues de Lyon? Ouais, pas de souci. Je ne sais pas si l'équipe de Lyon est connectée. Bonjour, oui, on est là. Bonjour. Ça vous dérange pas de prendre, de commencer Non, et pas puis de ensuite. souci. Merci Ok, beaucoup. alors je vais juste passer un petit spoil. Hop, voilà. Je vous laisse la parole en ce cas. Ça vous va. Merci. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Oui, nous, on est l'équipe de la passe mobile MNA. On est rattaché à l'hôpital de Vinatier à Lyon. Donc, moi, je m'appelle Lucille Berthaud, je suis éducatrice spécialisée. Moi, je m'appelle Pauline Fabrec, je suis infirmière. Et moi, c'est Laura Sternat, je suis docteure junior en psychiatrie et j'ai un petit temps sur la passe mobile MNA. Je suis à mi-temps. Voilà, donc nous, ce projet, si on peut passer à la slide d'après, ce projet, il existe depuis mai 2022, mais à ce moment-là, on était rattaché à la Fondation OVE, donc une association qui avait récolté des fonds de mécénat privé pour une expérimentation qui a duré 3 ans. Donc ce projet, il est né à la suite du constat de différents éducateurs qui étaient présents sur un accueil de jour pour MNA, plutôt des MNA reconnus. Et donc, cette équipe avait fait le constat que l'accès aux soins en santé mentale était quand même complexe pour ce public qui était finalement assez peu présent dans les lieux de soins, alors qu'ils étaient quand même très fragilisés et confrontés à des événements potentiellement traumatiques. Donc, c'est un projet qui, au départ, a été pensé pour faciliter l'accès aux soins en santé mentale, plutôt pour les MNA reconnus. Mais du coup, quand on a lancé le projet en mai, on a pu réfléchir un peu, on a pu prendre le temps de réfléchir aux contours du projet et au public avec lequel on avait envie de travailler, et on a pris la décision d'aussi ouvrir ce service aux jeunes en recours parce qu'on a pu identifier un gros manque, notamment en lisant le rapport qui avait été fait, je ne sais plus en quelle année, par MSF et le COMED, qui avait
fait état de grosses difficultés en santé mentale auprès de jeunes en recours qu'ils accueillaient sur leur lieu à Pantin, je crois. Donc, on avait pris la décision de pouvoir ouvrir aussi aux jeunes en recours. Et donc, dans cette équipe, on était 3 temps plein, donc nous 2, plus un psychologue, et on avait aussi une autre psychologue à mi-temps. Donc cette expérimentation, elle a fini en juin 2025 parce qu'il y avait plus d'argent du mécénat. Et pendant ces 3 ans, on a pu accompagner plus de 400 jeunes. On a oublié de mettre le nombre, mais on va dire beaucoup ont été accompagnés par notre service. Et on a pu vraiment prendre le temps de s'inscrire dans le réseau partenarial lyonnais, tant au niveau des associations, des collectifs qui portent beaucoup pour ce public-là, mais aussi au niveau du soin à l'hôpital, au niveau des structures d'accompagnement éducatif. Donc voilà, on a fait vraiment ce travail de mise en place et heureusement, ce projet a pu être poursuivi. Et donc, on a pu, enfin, il y a eu un nouveau budget qui a été donné par l'ARS au mois de septembre pour relancer une équipe. Mais cette fois-ci, le budget était un peu plus restreint, donc ils ont pu embaucher un 80% d'infirmières et un 80% d'éducatrices. Donc on a pu nous reprendre. Et depuis janvier, on a 20% du coup de docteurs juniors avec nous. Comme on est un petit peu moins, on a priorisé plutôt les jeunes qui sont en recours. Donc on reçoit plus de jeunes reconnus, sauf cas très exceptionnels, mais on n'a pas vraiment le temps pour cela. Actuellement à Lyon, il y a à peu près 300 jeunes non hébergés, ou 300 garçons plutôt, et une vingtaine de filles qui sont, elles, pour toutes hébergées, soit dans une maison en lien avec la ville. Ouais, un bailleur social, il y a un conventionnement pour qu'elles ne soient pas à la rue, parce qu'on sait qu'elles sont plus en danger, soit en hébergement citoyen. Et donc, on est rattaché à présent à la PAS, donc à l'hôpital du Vinatier. On est seulement en début de semaine à la PAS pour l'organisation et le reste du temps, on est sur l'extérieur. Et on a maintenu nos missions d'avant, donc on fonctionne. D'un côté, on fait des permanences sur des lieux de vie, donc dans des squats, dans des campements et au secours populaire, pour être repérés et pouvoir être interpellés par les jeunes s'ils ont besoin et qui nous connaissent. Et le reste de la semaine, on fait des entretiens psychosociaux dans des lieux plutôt informels, soit dans des espaces d'accueil, soit dans des cafés, pour échanger en individuel avec eux, donc souvent en binôme, et pour essayer de les soutenir et trouver des solutions pour apaiser leur mal-être et leur montrer les accompagner vers tout ce qui peut faire soin. On peut les accompagner vers des activités, des médecins. Oui, ce qu'on leur propose, c'est vraiment de réfléchir avec eux sur qu'est-ce qui fait souffrance là, maintenant, tout en étant assez clair avec eux, en leur disant que on ne peut pas changer la situation administrative ni la situation d'hébergement, mais qu'on peut quand même agir sur des troubles du sommeil, de l'anxiété, des reviviscences, enfin toute la symptomatologie qu'on peut retrouver chez ce public-là. On leur propose déjà un temps d'écoute confidentiel, ce qui est souvent la première fois qu'on leur propose quand on les rencontre. Et ensuite, c'est en libre adhésion. Donc le jeune, on lui dit vraiment que c'est un espace dont il profite s'il veut. Et on leur explique qu'on est là pour chercher avec eux des solutions pour qu'ils se sentent mieux. Parfois, ça va même être juste leur expliquer le parcours administratif, parce que comme vous l'avez expliqué juste avant, c'est quand même quelque chose d'assez complexe qui peut être source d'anxiété si c'est pas compris. Donc, on leur explique, on explique les lieux où ils peuvent aller. Des fois, on les emmène vers des endroits de première nécessité, vers les restaurants sociaux, les bains-douches.
Donc c'est assez varié, mais le but, c'est vraiment d'apaiser un mal-être sur le moment. Et Et- si besoin, Et on insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas forcément besoin de nous raconter leurs histoires et leur passé, et qu'on peut les aider seulement en sachant quel est le problème actuel et comment et qu'on peut diminuer leur mal-être actuel. et si besoin, du coup, ça nous arrive quand même assez régulièrement d'accompagner vers des médecins. Donc c'est souvent la passe. À Lyon, c'est pas pareil s'ils ont plus ou moins 16 ans. Je sais pas si c'est différent dans d'autres départements, mais donc quand ils ont plus de 16 ans, on peut les accompagner ici au Vinatier et faire le lien rapidement avec nos collègues. Si c'est moins de 16 ans, c'est un petit peu plus compliqué, mais on arrive à trouver des maillages, notamment grâce au fait qu'il y ait Laura avec nous qui est aussi présente sur une consultation trauma complexe ouverte au MNA sur l'hôpital mère-enfant. Donc, avec justement toute l'expérience qu'on a et le réseau, on arrive à mailler des choses pour que si on repère une situation qui a vraiment un caractère un peu d'urgence au niveau psy, on arrive à réagir plutôt rapidement quand même. Sur 4 ans, on a accompagné à peu près une dizaine de jeunes aux urgences psychiatriques. Mais dans l'idée, on ne travaille pas en urgence, mais si c'est des jeunes qu'on accompagnait déjà et qu'il y a un état qui s'est détérioré, on peut amener jusqu'aux urgences de nous-mêmes. Et du coup, quand il y a des soins, on a aussi cette mission de coordonner, donc à la fois rappeler les rendez-vous, accompagner les jeunes jusqu'à la pharmacie, s'assurer qu'ils ont bien compris, Réexpliquer les prises de traitement, s'assurer fois qu'il y a faire le assez de suivi. traitement pour jusqu'au prochain rendez-vous. S'il y a un rendez-vous raté, reprendre un rendez-vous. Et on fait aussi beaucoup le lien entre le milieu du soin et le milieu des soutiens bénévoles qui ne se comprennent pas toujours parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc on a quand même pas mal ce rôle de pivot et de médiation entre les deux milieux. Voilà. On vous a préparé une petite situation pour illustrer notre pratique. Non, c'est comme tu veux. Petite surprise. Je peux compléter. Mais... Oui, tu pourras me faire le. Oui. Donc, c'est une jeune fille qu'on a rencontrée donc, il y a 2 semaines, qui nous avait été orientée par une bénévole parce qu'ils la trouvaient fragilisée et qu'ils avaient l'impression qu'elle allait de moins en moins bien. Donc, qui se déclarait avoir 15 ans, qui était hébergée dans un squat donc, dans la maison des filles et qui était en recours depuis plusieurs mois. Il nous avait expliqué qu'elle avait une perte d'appétit avec amaigrissement, qu'elle était plus scolarisée, qu'elle s'isolait, qu'elle était très triste. Et donc, cette bénévole nous a appelés le lundi pour nous faire part de cette inquiétude. La jeune était avec la bénévole. On a pu convenir de se rencontrer le lendemain. Et donc, notre collègue a pu la rencontrer le mardi au Secours Populaire. Du coup, on l'a rencontré le mardi au Secours Populaire. Il y avait une petite barrière de la langue, mais grosso modo, on arrivait à échanger. Elle se sentait effectivement triste. Elle me parlait de situations avec un homme de 50 ans qu'elle avait rencontré à la Guillotière, donc bon, une jeune assez vulnérable quand même. Et dans son discours, il n'y avait pas forcément d'éléments de décompensation, que ce soit sur le plan de l'humeur ou que ce soit sur le plan psychotique, mais c'est vrai que la bénévole était assez inquiète et elle notait vraiment un changement de comportement depuis fin novembre. Et donc, du coup, moi, j'avais décidé de la revoir la semaine d'après avec un interprète. Et avec une nounou. Et avec, ouais. Ben, ouais. De base, on fait des entretiens en binôme quand même, mais là, ce jour-là, Lucille était malade. Mais d'habitude, voilà, on fait des entretiens en binôme. Et puis, on discute tout ensemble aussi des prises en charge et des orientations. Et donc, du coup, le jeudi, il y a eu la journée santé du Secours Populaire, qui est une journée qui est une fois par mois, où tous les jeunes nouvellement arrivés qui sont en recours rencontrent un médecin bénévole, un dentiste, qui font les dépistages
des maladies et qui peuvent aussi nous rencontrer s'il y a besoin. Et à la fin de cette journée, on a reçu un appel de la bénévole qui nous avait appelé lundi pour nous dire qu'il y avait cette jeune la veille au soir qui avait un peu décompensé à la maison des filles sur quelque chose de très délirant, à hurler, à Se rouler par terre. oui, à parler de sorcellerie avec des gros propos de persécution. Donc, on a pu échanger avec la jeune fille au téléphone et lui demander de venir nous voir au Secours populaire. Donc, elle a réussi à venir. Elle était calme. Elle était plutôt calme, mais vraiment cachée sous plein de couches de vêtements. Et elle a accepté facilement de discuter avec nous aussi parce qu'elle nous connaissait, puisque on l'avait eu au téléphone, on a pu lui parler de Laura qu'elle avait vue le mardi. Et en fait, dans la discussion, il y avait vachement d'étrangeté et elle avait des plaintes somatiques, donc on lui a proposé de pouvoir voir une des médecins bénévoles qui était sur place, ce qui tombait quand même très bien, c'était un bon hasard. Et là, rapidement, pendant la consultation avec la médecin, qui se fait dans une salle qui est pas un hôpital, donc c'est une salle associative où il y a des box créées avec des paravents, donc la confidentialité est très relative. Et donc très rapidement, elle a été très très agitée, à crier, à se déshabiller, les yeux révulsés, complètement inaccessible à l'échange. Qu'est-ce qu'elle me disait? Ouais, avec des propos mystiques, de sorcellerie, très revendicatrices. Donc on a essayé de la garder d'un côté et on a appelé en parallèle la plateforme Live qui existe ailleurs ou Non, je crois que c'est que à Lyon. pour savoir un petit peu où l'orienter et comment faire, parce qu'on sait que souvent faire venir une ambulance pour des mineurs, surtout quand ils ont moins de 16 ans, s'ils sont agités, c'est compliqué. Qui nous ont transférés au 15 et qui nous ont dit qu'ils nous envoyaient une ambulance, mais ils entendaient derrière que ça criait. Donc ils nous ont dit que sans la police, ça risquait d'être compliqué. Pendant ce temps-là, les médecins qui étaient sur place ont pris la décision de lui donner un traitement anxiolytique pour l'apaiser, ce qu'elle a accepté. On a en parallèle aussi appelé notre collègue qui était à l'hôpital mère-enfant et qui par chance était aussi d'astreinte aux urgences à ce moment-là. On l'avait appelée surtout pour qu'elle puisse faire le lien si la jeune arrivait à ses collègues. Donc ça tombait bien qu'elle puisse être d'astreinte. Et du coup, le temps qu'il nous envoie une ambulance, la jeune s'est apaisée grâce à l'anxiolytique. Elle a pu être emmenée par l'ambulance sans accompagnateur. Et toi, tu as pu la recevoir là-bas. Ouais, donc moi, en fait, elle est arrivée sur les urgences pédiatriques. Donc, le temps qu'il fasse tout l'examen somatique, qu'il fasse du coup une imagerie cérébrale, une biologie, ça a pris du temps. Et en fait, cette jeune, elle était assez calme, mais aussi parce qu'elle était sédatée. Et donc, initialement, moi, mes collègues urgentistes, ils m'avaient dit, bon, elle est calme, voilà, nous, on n'a rien sur le plan somatique, je pense qu'on ne va pas la garder. Et bon, moi, je m'étais mis en lien avec eux quand même parce que c'est une jeune, nous, bah, qu'on connaissait quand même bien et que bah, les collègues avaient vu dans un état de mal-être aigu. Et donc, moi, j'ai pu la rencontrer sur les urgences. La sédation commençait à se lever. Et donc, effectivement, c'est une jeune en fait qui présentait bah, une décompensation psychotique où elle était très envahie, très agitée, très délirante. Et donc, on a pu la faire hospitaliser. Et donc, elle a pu recevoir des soins adaptés. Donc voilà, c'est une situation. Je sais Bah, pas si... Après, on n'a pas mis la fin de la Oui, c'est la vrai. suite de la Du situation. coup, Parce que enfin, dans la suite, c'est aussi intéressant parce que oui. elle a été hospitalisée, mais en fait, il y avait des histoires elle n'est pas mineure reconnue, donc du coup, l'hospitaliser en pédopsychiatrie, c'était compliqué. Donc au final, elle est sortie d'hospitalisation un peu précocement selon nous. Oui, on avait quand même oui, réussi oui. à la faire hospitaliser en pédopsie, ce qui est quand même assez rare pour des jeunes en recours. Mais du coup, c'est ça n'a pas tenu. exceptionnel. Et donc là, on a aussi tout un rôle de se mettre en lien avec l'hôpital pour qu'au cas où elle revienne. Donc, on continue vraiment ce rôle de médiation entre la jeune, les bénévoles, l'unité d'hospitalisation, potentiellement les urgences.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette jeune, elle a commencé à dire qu'en fait, elle était majeure et qu'elle refusait de rester hospitalisée. Donc à partir de ce moment-là, le cadre légal de pédopsychiatrie pouvait pas la garder. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont fait une sortie quand même assez rapide et assez sèche. Et que, bon, moi, quand je l'ai revue à sa sortie, elle, bon, elle était quand même mieux, mais quand même encore mal. Donc, nous, à répéter le soir à la Ouais. maison. ouais. Donc nous, on fait un maillage serré autour de cette jeune, mais c'est vrai que du coup, il y a tout un travail avec les juristes de l'hôpital qu'on a contactés par rapport à cette situation un peu exceptionnelle, le directeur de l'hôpital, pour que si jamais elle se représente sur les urgences, voilà, ce soit un peu cadré et qu'elle ait un endroit où aller. Et les bénévoles qu'on a aussi bien donné les consignes de si ça se repasse, vous appelez tel numéro, l'hôpital saura vers qui il faut vous orienter. Hmm. Voilà. Donc voilà. Et pourquoi on a choisi cette situation? Parce qu'on trouvait qu'elle illustrait assez bien la plus-value de la collaboration entre tous ces acteurs qui au départ se connaissent pas trop, que ce soit les bénévoles du collectif, les bénévoles du Secours Pop, les médecins bénévoles, la plateforme Live, l'HFM. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'acteurs différents impliqués. Et donc, c'est vrai que le fait que nous, on les connaisse un peu tous, ça a permis vraiment de fluidifier cette situation qui aurait pu être bien plus longue pour que la jeune puisse enfin accéder à des soins. Donc, ça nous conforte aussi ce genre de situation dans l'utilité de ce qu'on fait et dans l'utilité de se connaître, de connaître chacun des interlocuteurs. Ça montre aussi l'intérêt de notre fonctionnement en aller vers, parce que du coup, la jeune a eu confiance et en nous et aussi en Laura, qu'elle avait déjà rencontrée au préalable dans un endroit qu'elle connaissait, qui était le Secours populaire, qu'elle a pu revoir aux urgences. Du coup, elle a pu réussir à faire confiance. Euh, C'est toi qui as marqué. Et aussi l'intérêt qu'on ait pu la rencontrer assez rapidement, avant qu'elle ait décompensé. Suite au signalement de la bénévole le lundi, on l'avait rencontrée le mardi, donc c'était très très tôt. Et enfin, d'être enfin rattachée à la passe avec l'hôpital, du coup, c'est aussi beaucoup plus pratique et ça fluidifie et le parcours de soins et aussi un peu notre légitimité. Oui. Voilà pour notre présentation un peu rapide, mais après, je crois qu'il y a un temps d'échange, donc on pourra discuter avec vous si besoin. Merci beaucoup à toutes les trois pour la présentation. On enchaîne avec Méopsy et ensuite on passe aux questions, si ça vous va. Alors, je vais repasser. Bonjour, merci. Donc c'est bon, on est au complet. Donc je vais me représenter. Je suis Guillaume Lecomte, je suis pédopsychiatre, responsable d'un CMP des Sud, où on est actuellement d'ailleurs. Et puis de l'équipe mobile du coup Méopsy équipe mobile pour mineurs non accompagnés, d'évaluation et d'orientation psychiatrique. Je vais se présenter. Lilian Grosjean, psychologue dans l'équipe. Et Victor Leclerc, je suis interne au sein de l'équipe aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, j'imagine que oui. Si, parfait. Alors, je vous remercie d'ailleurs pour les présentations précédentes parce que c'était très, très complet. Je vais essayer aussi d'être aussi clair. Mes collègues vont pouvoir m'aider par rapport à tout ça. C'est pas forcément évident de présenter en visio comme ça. Alors, nous, les constats qu'on a en pratique, donc, Méopsy, c'est une équipe mobile qui agit au niveau du département du Nord. C'est une équipe mobile du coup psychiatrique, j'en parlerai par la suite. Et les constats qu'on avait au quotidien, c'était parce que du coup j'ai pu pratiquer en pédopsychiatrie en tant que chef de clinique, notamment à la maison des adolescents à Lille, et puis au cours de l'internat, j'ai pu aussi rencontrer pas mal de difficultés par rapport à la prise en charge des MNA, et notamment les difficultés à les rencontrer dans les espaces conventionnels, hein, c'est-à-dire dans les CMP, dans voilà, les MDA, notamment la MDA
de Lille où lorsqu'il y avait des consultations assez facilement, assez facile d'accès, hein, parce que la MDA à Lille a été vraiment à côté de la gare, etc. Je me rendais compte que voilà, il y a des difficultés à ce qu'il y ait une assiduité aux soins, et finalement il venait plus, c'était difficilement captable, ou bien alors il venait sur un premier contact avec la psychiatrie aux urgences, ou bien en hospitalisation, souvent dans un état de décompensation, et avec aussi des réticences à aller vers une nouvelle institution, hein, des difficultés en lien avec la confiance, devoir de nouveau rencontrer des nouvelles personnes qu'ils ne connaissent pas, devoir raconter un peu leur parcours, même si dans l'espace de soins, il y a quand même une souplesse plus importante, mais ils ne le savent pas forcément. Il y avait aussi pour les jeunes de l'ASE, parce qu'on avait commencé avec les jeunes reconnus mineurs, une sorte de repli, une inhibition dans les appartements lorsqu'ils étaient en semi-autonomie. Parce que là, il faut quand même savoir que dans les prises en charge des jeunes à l'ASE, donc après, je sais que vous êtes, c'est plutôt les jeunes en recours, auxquels vous êtes en contact au niveau des passes, mais on se rendait compte qu'il y avait un repli assez important et que du coup, le repérage des signes de souffrance psychique était plus compliqué avec un passage éducateur pas très fréquent, et il y avait besoin du coup des dimensions plus proximales dans l'abord du soin pour pouvoir mieux les repérer. On voyait aussi que les consommations toxiques rendaient plus difficile le soin, et aussi chez les jeunes, on se rendait compte qu'il y avait plutôt une priorité dans l'urgence administrative de reconnaissance, de la formation et la scolarité, contrairement aux soins psychiques. Je vais passer à la suivante. Alors, qui compose l'équipe mobile MEOPSY? On est du coup je vais refaire, j'essaie de m'inspirer de ce que vous avez fait juste avant avec l'historique. Donc, j'ai créé l'équipe en 2023. Je dis je parce qu'en fait, j'étais du coup tout seul, associé à des collègues internes. Donc, j'avais commencé par une étude qualitative assez exploratoire auprès des services de l'ASE pour connaître les éléments limitant l'accès aux soins qu'ils pouvaient repérer. D'ailleurs, c'était avec Dr Eva Coste, je pense que vous la connaissez à Lyon, et du coup, qui travaille avec Pauline Espy actuellement. Et en fait, donc on a commencé par cette étude pour vraiment pouvoir mettre en place cette équipe en lien vraiment assez serré avec le département du Nord et avec les différents partenaires éducatifs. Donc, on a commencé par mettre en place cette équipe auprès des jeunes de l'ASE, donc du coup dans tout le département. Et l'équipe était constituée donc un 02 PH plus des internes. Donc, c'est grâce aux internes que ça a pu se développer. Et puis, en 2024, il y avait un mi-temps infirmier qui a pu nous rejoindre pour développer encore plus d'activités. Et puis, on a pu faire une demande à l'ARS qui nous a financé, parce que oui, on n'était pas financé, financé du coup pour déjà de façon plus pérenne avoir cette activité auprès des jeunes de l'ASE et s'ouvrir aux jeunes en recours. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'effectif actuel, on est à un temps plein infirmier, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'on n'a pas d'infirmière actuellement, c'est en recrutement. Un mi-temps psychologue avec Lilian qui est plutôt dédié aux jeunes en recours. Et donc, une journée par semaine, j'interviens avec un 02 à 03. Et puis, j'ai la chance aussi de pouvoir avoir des internes au sein du service, donc on va dire de 03 à 07 ETP. Donc, c'est un service enfin, c'est une unité qui dépend du CHU de Lille, et qui est une unité purement sanitaire. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des consultations, on fait vraiment du soin au premier plan. On ne fait pas d'accompagnement social et juridique, puisque en fait, on travaille vraiment sur la complémentarité avec les acteurs déjà existants, avec un gros travail de réseau. Alors, je reviens du coup à la composition de l'équipe. Vous pouvez revenir juste avant, du coup, où en fait, il y a aussi, du coup, ce qui est important, c'est que l'infirmier a un rôle de soignant, mais aussi et surtout de coordination pour faciliter les liens avec tous les acteurs, aussi bien sanitaires que sociaux, que juridiques, enfin, effectivement, et associé du coup à un cadre de santé, puisqu'on est une unité du CHU. Vous pouvez passer.
Alors, on a deux publics, on va dire, deux cibles. Donc, c'est plutôt les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs, parce qu'en fait, on parle de MNA, mais en fait, comme l'idée de l'équipe mobile, c'est de lutter contre les facteurs limitants d'accès aux soins et d'avoir le moins de limites, nous également, par rapport aux indications de prise en charge psychiatrique. Donc, c'est tous les jeunes qui sont pris en charge par l'ASE, plus ou moins la PJJ, dans le département du Nord, et les demandes se font via une fiche de saisine pour avoir déjà, c'est-à-dire une fiche avec des renseignements déjà administratifs, aussi par rapport aux antécédents, par rapport au parcours de soins qu'ils ont peut-être déjà eu, et tous les liens affiliatifs, les liens aussi avec la famille, leur parcours migratoire, enfin tous les renseignements qui permettent déjà d'avoir un premier regard par rapport à la situation. Et cette fiche est adressée par les psychologues des structures éducatives ou bien peuvent être associés des dispositifs de soins si jamais, par exemple, il est déjà passé aux urgences, etc. Et ensuite, nous, on peut les rencontrer. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont, voilà, qui sont pris en charge dans leur appartement de semi-autonomie, ou bien alors des fois dans des foyers, mais c'est quand même de plus en plus rare. Et on repère, enfin, les psychologues surtout repèrent des signes de décompensation psychiatrique, d'aggravation de leur état avec un besoin d'un avis médical. Lorsque leur accès aux soins conventionnels n'est pas possible, nous, après, du coup, on propose des consultations. Alors, l'accès n'est pas possible, soit parce que le délai d'attente avant un avis médical est trop long et que leur état se dégrade très vite, bien alors le jeune n'a pas envie d'aller en CMP parce qu'il manque de confiance, ou alors sa représentation du soin psychique est trop entravée par une stigmatisation, ou bien alors par des représentations culturelles voilà, qui sont trop compliquées pour aller en CMP. Donc, on est plutôt une deuxième ligne de prise en charge. Tandis que l'autre public, et là maintenant on va plus en parler, c'est pour les jeunes en recours de minorité. Donc, très bien décrit précédemment. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment d'arrêter de dire non quand on nous faisait une demande. Arrêter de dire, bah non, on veut pas que ce soit, on peut pas le prendre en charge parce qu'il n'est pas reconnu. C'est-à-dire que maintenant, du coup, on peut effectuer des consultations auprès des jeunes primo-arrivants, mais souvent, eux, ils passent par le lieu de mise à l'abri. Et donc, c'est dans cet endroit-là qu'on peut les rencontrer. Dans le Nord, c'est Coalia qui a eu qui effectue les mises à l'abri et les évaluations. Donc, on peut aussi rencontrer ceux qui sont en cours d'évaluation, qui sont du coup dans cette structure, parce que c'est aussi souvent un moment où il y a des risques de décompensation assez importants. Ensuite, on peut du coup soit les voir lorsqu'ils sont reconnus mineurs, lorsqu'ils sont du coup pris en charge au sein de l'ASE, ou alors lorsqu'ils sont non reconnus mineurs, en tout cas pour au niveau départemental, et qui sont réadressés à la rue, enfin je ne sais pas comment expliquer autrement. Là, c'est les associations locales qui sont, lorsqu'elles arrivent à les capter, lorsqu'elles arrivent à les repérer, qui les prennent en charge. Donc à Lille, c'est surtout Utopia 56. Et puis il y a aussi le Centre de la Réconciliation et d'autres partenaires. Donc eux qui peuvent, qui les accompagnent au mieux qu'ils peuvent avec les hébergements solidaires, avec des foyers, des maisons où il peut y avoir pas mal de jeunes qui peuvent être aller squatter. Sinon, il y a des secteurs de soins, donc de PASS. Donc le MSL, c'est Médecins Solidarité Lille, qui est un équivalent de la PASS de Lille, qui finalement fait des suivis sur le plan somatique, mais qui peuvent aussi du coup nous adresser lorsqu'ils repèrent des signes de souffrance psychique. Et il y a également les outils de soins communs, les urgences, les hospitalisations qui peuvent se faire sur un registre de décompensation, des urgences. Donc là, on est plutôt sur une première ligne de prise en charge, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de psychologues dans les assos qui font le travail des psychologues de l'ASE, etc., finalement, on peut intervenir un petit peu au même titre que ce que vous faites à Lyon, mais sans le versant voilà, éducatif et social. Oui, bah, donc, les objectifs de l'équipe mobile, c'est vraiment de favoriser l'accès aux soins psychiques. Alors, parce qu'on a fait une correction, parce qu'avant, on disait l'accès aux soins psychiatriques, mais il y a un suivi psychologique sans forcément qu'il y ait des consultations psychiatriques, du coup, auprès des jeunes en recours. Donc, on fait des évaluations et une prise en charge.
L'idée, c'est de pouvoir assurer une continuité des soins, c'est-à-dire que comme c'est une équipe qui n'est pas sectorisée, ça permet, parce que des fois, les équipes mobiles au niveau sanitaire, c'est sectorisé à un secteur de psychiatrie, etc. Là, nous, c'est vraiment du coup intersectoriel sur tout département. Et on sait que lorsque les jeunes, bon, déjà, les jeunes en recours, il peut y avoir une mobilité selon l'endroit où ils trouvent un endroit où dormir, ou bien des lieux de squat, etc. Et les jeunes reconnus par l'ASE, enfin reconnus mineurs, pardon, ils sont pris en charge dans les structures, par exemple, une fois à Valenciennes, une fois après, ils peuvent aller dans d'autres lieux comme Dunkerque, etc., selon aussi leur parcours, selon leur formation, selon aussi s'ils sont au contact de la délinquance, et du coup, ils sont envoyés dans d'autres foyers. Donc, l'idée, c'est que vraiment, on puisse assurer une continuité à ce niveau-là, et il est même arrivé par moment qu'on oriente des jeunes vers des structures de soins, et finalement, ils doivent déménager, et du coup, on les revoit pour assurer une continuité par rapport à ça. Donc, l'objectif, c'est pas de faire du suivi au long cours, mais plutôt d'orienter après l'évaluation. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne fait pas une consultation d'évaluation et après on oriente. C'est-à-dire qu'on fait vraiment une prise en charge et ça peut être on peut les voir de 2 à, je sais pas moi, 15, 20 fois. Enfin, des suivis, ils varient vraiment entre quelques mois à 2 ans. Enfin, en tout cas, il y a des jeunes pour qui on a vraiment eu des difficultés à orienter, qu'on a continué à suivre. Et ça n'a pas posé problème jusqu'à maintenant au niveau de la faisabilité. Et puis quand on sent que voilà, notre prise en charge enfin, voilà, aboutit finalement à un apaisement, au fait qu'il n'y ait plus forcément d'indication à le suivi au niveau psychiatrique, on se met à disposition, enfin, c'est la fameuse mise à disposition, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous rappeler au niveau des psychologues de l'ASE s'il y a besoin. Et puis, s'il y a une orientation, du coup, on arrête la prise en charge. Mais on se met aussi à disposition des soignants, par exemple des CMP, si jamais ils se retrouvent en difficulté, on peut toujours être un interlocuteur. Bon, on n'a pas forcément beaucoup communiqué encore pour que ça se produise fréquemment, mais en tout cas, c'est déjà arrivé qu'on puisse être aussi en complément de prise en charge en CMP quand vraiment c'est compliqué, devant les spécificités liées au trauma, liées à la migration, aux aspects transculturels. Alors, nos différents... ça c'est un peu bizarrement sur le PowerPoint. Alors, on fait plusieurs du coup actions également. Donc, on va faire un groupe de sensibilisation. Est-ce que tu veux expliquer, Lilian? Je te prends de cours. Très bien. Non, dans l'idée, on voudrait faire des groupes de sensibilisation à la santé mentale, enfin santé psychique en fait, de manière générale, pour les jeunes en recours. Parce que on a constaté qu'en fait, c'était très stigmatisé, très stigmatisant d'être suivi par un psy. Et que, en fait, dans quasiment tous les entretiens que je fais avec ces jeunes-là, je leur demande, est-ce que tu as déjà vu un psy? Non. Est-ce que tu sais ce que c'est en fait un psy? Non. Il y a toujours une phase où on explique le métier, et on prend beaucoup le temps et ça permet de débloquer tout ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller les rencontrer, où ils sont, donc de les assos qui les hébergent ou qui les aident, et de pouvoir déjà montrer nos têtes, savoir qui ils peuvent rencontrer, de parler de santé psychique, de comment on voit les choses, et ensuite de laisser une porte ouverte en disant qu'on est joignable en cas de besoin, et qu'ils n'hésitent pas à eux-mêmes nous solliciter, quoi. Donc voilà, ça c'est la première étape. On a le projet aussi de sensibiliser aux signes de souffrance psychique les équipes qui s'occupent des jeunes directement, donc les équipes soignantes, les équipes éducatives, et aussi dans un troisième temps peut-être les bénévoles, les aidants, enfin les personnes justement impliquées pour les jeunes dans les assos. Voilà. Et le groupe de sensibilisation, c'est directement inspiré de ce que fait notamment Mélanie Kerlock à Paris, que vous connaissez. J'ai vu une de ces images de son ouvrage dans votre slide. Et du coup, avec voilà, l'idée de pouvoir déjà se rencontrer dans un premier temps et aborder ces questions de santé mentale, ces questions de psychiatrie, voilà, dans un espace peut-être plus sécurisant et moins engageant qu'une consultation. On fait un travail de réseau, du coup, vous imaginez aussi assez important, avec sur l'île le réseau Violence et Migration, avec en gros, c'est le réseau axé sur la précarité, où on se rencontre tous les 3 mois pour parler justement des différentes actions du réseau. Il y a aussi bien la PAS que les associations qui interviennent auprès des femmes victimes de violences. Voilà, c'est assez varié et ça permet vraiment de mieux se connaître et se mettre un petit peu à jour sur les actions de chacun. On se voit aussi régulièrement avec les équipes
D'ailleurs, vous y êtes aussi avec OVE, avec la Suisse. Et c'est intéressant du coup parce que ça permet vraiment de partager différentes expériences au niveau des différentes équipes. Évidemment, le MPP de Lille, alors il y a aussi le MPP de Roubaix qu'il faudrait qu'on rencontre, mais en tout cas, déjà avec l'équipe Diogène à Lille, il y a des rencontres assez régulières. Même dès l'ouverture aux jeunes en recours, il fallait vraiment qu'on fasse un peu une étude de terrain pour savoir quels étaient les besoins. On se rendait compte que c'était un peu difficile quand même de les repérer, ces jeunes, et on a vraiment des liens serrés du coup avec les EMPP. Je ne le redirai sûrement pas à la suite, mais le lien est notamment, enfin, était du coup bidirectionnel, parce que les jeunes, déjà, qui sont reconnus mineurs, quand ils deviennent majeurs et qu'il n'y a pas de solution stable par rapport à leur parcours de soins, je sais que ce n'est pas conventionnel, mais on n'a pas de solution de reparler à l'EMPP pour qu'ils puissent ensuite faire le lien et pouvoir assurer une suite par rapport à la prise en charge. Pour les jeunes en recours, forcément, quand nous on les prend en charge lorsqu'ils sont en recours et que le recours est négatif et qu'ils sont reconnus non mineurs à la fois par le département mais aussi par le juge, l'orientation se fait vers le MPP. Et dans l'autre sens, lorsque les MPP rencontrent un jeune en recours ou un MNA, ils peuvent nous adresser puisque voilà, on est plus ciblé sur cette population. On travaille beaucoup du coup avec Utopia et le Centre de réconciliation, plus récemment aussi avec la Maison des jeunes travailleurs, puisque ce qu'on n'a pas vraiment dit, c'est que, enfin on va parler avec la DEVER, mais les lieux de consultation, c'est un vrai enjeu, hein, parce qu'on ne fait pas vraiment de consultation psychiatrique à la rue, dans les lieux aussi informels. On préfère voilà, cibler plutôt des endroits le plus possible, mais avec tout de même une confidentialité possible, etc., parce qu'on aborde vraiment la question des soins, donc de la confidentialité, etc. Et, et, donc avec la MAJT, il y a des possibilités de pouvoir consulter là-bas, donc on est en conventionnement avec eux. Évidemment, on fait le travail avec les partenaires sanitaires, enfin voilà, ce que vous connaissez, CMP, hôpitaux, etc., et avec le département du Nord, avec qui du coup on est en interaction assez régulièrement. Et ensuite, on vise à effectuer des formations, alors formation, sensibilisation, voilà, autour de la santé mentale et des troubles psychiatriques des MNA et autour de la thématique de la psychiatrie transculturelle. Au niveau du timing, il faut que j'accélère un petit peu, j'imagine. Ça va? Ça va, ça va. Ok. Donc, on a plusieurs niveaux de prise en charge. Donc, à la fois, ça peut être le premier contact avec la psychiatrie, hein, quand on part du bas de la pyramide. Les suivis en attendant une orientation effective en CMPP ou bien l'EMPP. C'est-à-dire que, alors l'EMPP peut-être un petit peu moins, mais c'est par exemple si on sait qu'il va faire un premier contact au CMP avec une consultation infirmière et que le psychiatre va être rencontré, je ne sais pas moi, dans 4 mois, on assure les consultations psychiatriques en attendant pour, voilà, au niveau des médicaments, pour qu'il y ait des renouvellements, pour qu'il y ait un ajustement thérapeutique. Et par la suite, on s'assure au mieux possible que l'adressage s'est bien effectué. Pour les jeunes en recours, en fait, on adresse assez peu, hein, donc finalement, on assure la continuité des soins par nous-mêmes, tant que c'est possible. Et parfois, quand ils sont du coup reconnus mineurs, on passe le relais aux psychologues des structures qui vont les prendre en charge, sauf si au niveau psychiatrique, il faut vraiment qu'on assure la continuité, et là, on continue du coup la prise en charge. Il se peut aussi qu'on fasse des réévaluations post-urgence ou post-hospitalisation. Par exemple, c'est leur premier contact avec la psychiatrie, ils sont hospitalisés aux urgences, qu'ils soient en recours ou bien reconnus, mineurs. Et là, à la sortie, au mieux, on essaie de les voir le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas de nouvelles décompensations. Et c'est pareil pour l'hospitalisation. Sinon, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir un avis spécialisé quand ils sont déjà suivis. Ça, c'est assez rare pour l'instant. Pour la question du suivi en attendant l'orientation par l'EMPP, c'est plutôt pour les jeunes en recours qui malheureusement ne sont pas reconnus mineurs en fait, et qui, dès lors que là, le recours a déjà eu lieu et est négatif, et puis ils sont reconnus comme majeurs, c'est là qu'on oriente vers l'EMPP. Donc c'est pour ça que parfois il y a une orientation, pas en CMP, mais en EMPP par la suite. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, les consultations se font plutôt de façon groupale. Alors, on a écrit groupal parce que on n'est pas que c'est assez rare finalement d'être juste à deux, sauf pour les jeunes en recours, mais on peut parfois être 2, 3, 4, 5, puisque vraiment c'est important
d'avoir au plus possible la notion d'association à des figures d'appui, dirais-je, où on peut parler de figures parentales symboliques, voilà, plein de différentes notions qu'on peut aborder, mais où, notamment pour les jeunes de l'ASE, c'est important qu'il y ait au moins un intervenant, c'est-à-dire l'éducateur référent ou le psychologue qui a orienté la demande, pour qu'il puisse y avoir un interlocuteur entre deux, et puis pouvoir avoir aussi un autre adulte qui puisse être en contact avec les difficultés du jeune et pouvoir être un appui aussi entre deux. Alors, on a ce témoignage pour les jeunes de l'ASE, mais aussi pour les jeunes en recours. On a eu notamment des demandes pour des jeunes qui ont été en foyer d'accueil d'urgence et où il y a des éducateurs de la Croix-Rouge qui ont pu assister, notamment un qui a pu assister à des consultations, qui a vraiment été un soutien important par la suite. Verbalisé par le jeune en disant j'étais content qu'il soit là parce que comme ça a permis d'avancer. Il y a plusieurs jeunes qui l'ont verbalisé et qui, par le suite, pour la rendez-vous suivant, demandent à ce que cet éduc soit là, justement, pour faire le pont entre nous et lui, et pour reprendre par la suite ce qu'il a pu se dire dans les rendez-vous, et c'est très précieux. Ça aide beaucoup. Et donc, évidemment, il y a le jeune, il y a notre équipe qui peut être du coup soit avec un binôme infirmier psycho, psycho interne, enfin toutes les configurations possibles, mais il faut toujours qu'on soit au moins deux. Et avec la présence d'un interprète, pour l'instant, c'est que en distanciel via ISM au niveau téléphonique. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, ça permet quand même de pouvoir travailler avec ces différences de langage. Un peu plus difficilement, du coup, au niveau de la médiation transculturelle, mais c'est déjà quand même arrivé plusieurs fois qu'on ait pu quand même lever des malentendus en sollicitant aussi l'avis d'interprète qu'on avait au téléphone. Le mieux, c'est en effet un interprète en présentiel, et le travail de partenariat, c'est effectivement, avec des limites financières, forcément. Donc, au niveau de la dimension intersectorielle, l'idée, c'est vraiment de s'intégrer aux dispositifs déjà existants, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas de psychologues dans l'équipe, puisqu'il y avait des psychologues déjà présents au niveau des structures. L'idée, c'est vraiment d'aller là où il y a un manque actuel et de ne pas se substituer au service de soins existants, puisque tout jeune MNA devrait bénéficier des soins usuels. Après, on connaît toutes les difficultés qu'ils ont à pouvoir y accéder et avoir des soins de qualité soutenus par rapport à leur spécificité. Donc, l'idée, c'est aussi de faire un maillage interinstitutionnel important entre le milieu éducatif et le milieu soignant, le milieu psychiatrique. On est même souvent un interlocuteur lorsqu'il y a même des questions par rapport à l'organisation des soins en psychiatrie, ou bien lorsqu'il y a une orientation qui est prévue, qui est demandée en urgence. Nous-mêmes, on peut aussi se mettre en lien pour expliquer, nous, comment on a eu connaissance de la situation. Et ça permet aussi de lever des malentendus ou bien des a priori par rapport à comment on se représente la psychiatrie dans le milieu éducatif. Ou bien le milieu associatif aussi, parce qu'il y a souvent des limites qui sont aussi posées, qui sont en fait des a priori par rapport à ce que va être un soin psychiatrique. On a plusieurs vécus que lorsqu'on vient, évidemment, on vient sans blues, comme à OVE, j'imagine. On est comme on est là. Et souvent, les premiers contacts qu'il y a avec les collègues associatifs, etc., les bénévoles ou les éducateurs, c'est qu'ils n'imaginaient pas qu'on était comme ça, ils imaginaient qu'on était vieux, qu'on allait parler dans des termes incompréhensibles, etc. Et, ce qui est parfois le cas, mais en tout cas, le fait est que ça permet vraiment d'avoir un maillage plus important, un aspect plutôt rassurant et assez sécurisant aussi pour le service éducatif. Et l'idée aussi de venir au plus près, mais je pense que c'est la slide d'après, ça permet aussi pour eux de pouvoir nous accueillir et pas forcément eux devoir aller dans un... Ah, c'est pas dit. Mais en tout cas, pour l'allée vert, ça permet... Oui, on s'est dit qu'on n'avait pas parlé de l'allée vert parce que vous étiez des pros de l'allée vert au niveau des passes et qu'on n'avait rien à vous apprendre. Mais en tout cas, le fait de venir dans les structures, on a vu repérer, ou bien ça permettait vraiment aussi aux jeunes de se sentir vachement plus en sécurité. Et puis eux-mêmes de nous présenter des lieux où ils étaient eux-mêmes accueillis. Et pour les jeunes en recours, peut-être que tu peux en parler au niveau des lieux où on peut consulter. Mais ça a été le grand sujet de ce début d'année scolaire.
En fait, on a tout bêtement rencontré toutes les assos qu'on pouvait rencontrer en se présentant, en expliquant ce qu'on faisait, en demandant s'il y avait un besoin et si on pouvait nous arranger des lieux de consultation. Et donc, alors effectivement, enfin, on consulte dans les foyers, mais on consulte aussi dans des locaux associatifs plus ou moins vétustes. On consulte à Coalia, qui est donc l'endroit où tous les jeunes en évaluation arrivent dans le Nord. Et en fait, on recharge des bureaux, que ce soit dans les centres d'hébergement, dans la maison d'accueil des jeunes travailleurs, comme disait le docteur Lecomte juste avant. Mais c'est un peu le cheval de bataille. C'est de trouver des lieux de consultation qui soient adaptés, qui garantissent la confidentialité quand même pour les patients, qui soient accessibles aux patients, qui soient repérés et sécurisants. C'est un peu compliqué, mais pour l'instant, on s'en sort bien. On arrive à consulter. On n'a jamais eu le coup du on met pas de rendez-vous parce qu'on n'a pas de lieu pour le mettre. Sauf cet Donc, après-midi. sauf cet après, c'était la toute première fois. C'est vrai. Ok. Mais c'est complexe, mais ça avance. Alors, je sais que dans les questions qu'il y avait eu lorsqu'on s'était rencontrés, il y avait la question des particularités par rapport au MNA ou jeunes en recours filles. Alors, en fait, je vous avoue on n'a pas eu tant de différence par rapport aux garçons dans les prises en charge. Sauf le fait, en effet, qu'elles étaient moins facilement peut-être repérées, mais ça c'est pareil partout finalement. On a aussi une augmentation du nombre de demandes. C'est vraiment corrélé à une augmentation du nombre d'accueils. On sait que, donc là, on était confronté il y a récemment à des situations avec des jeunes, avec une jeune qui était maman, avec un enfant issu d'un viol et avec du coup des multiples niveaux de prise en charge, c'est-à-dire que je vous en parlais un petit peu avec une sorte de cas clinique, mais je le ferai de façon moins détaillée que mes collègues lyonnaises, où c'est une jeune qui là, 17 ans, qui était arrivée il y a 2 ans. Non, il y a 1 an au niveau du département du Nord, donc à Lille, qui s'est déclarée mineure. Et quand elle s'était déclarée mineure, la police a tout de suite, donc elle était avec son petit garçon, qui avait à l'époque 2 ans et qui a été du coup placé lui directement à l'ASE au moment où elle s'est déclarée mineure. Alors, il y a un peu de flou quand même dans les événements, mais cette jeune du coup qui avait vécu énormément d'événements traumatiques, sexuels, d'agressions physiques, et assisté également à beaucoup d'événements traumatiques, présentait un état de stress post-traumatique. Mais elle avait du coup beaucoup bougé au niveau de ses lieux déjà de vie, puisqu'elle a été d'abord dans un centre d'évaluation et mise à l'abri. Elle a été non reconnue mineure, donc c'était une jeune en recours qui est restée pendant au moins 6 mois, du coup, dans des familles, dans une famille notamment hébergeuse solidaire. Avec un recours qui a en effet duré 8 mois. C'est à peu près la durée, entre 8 mois et 1 an à Lille. Et par la suite, elle a pu bénéficier d'une nouvelle évaluation par le juge qui l'a finalement reconnu mineur, mais le département, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais fait un recours, enfin une demande, fait appel par rapport à la décision du juge qui l'a reconnu mineur suite à son recours, cette demande de recours. Durant ce laps de temps, elle est quand même prise en charge par le service éducatif. Donc d'abord était, il me semble, à Douai, où là, elle présentait des signes de stress post-traumatique, des dissociations importantes avec des crises dissociatives assez impressionnantes, et associées à associées à un syndrome dépressif et des idées suicidaires, avec une volonté vraiment centrale de retrouver son enfant, en tout cas d'être en présence de son enfant. Et parce qu'il y avait des visites médiatisées régulières, donc vous voyez, il y a à la fois la dimension de prise en charge d'une jeune MNA, mais à la fois aussi la prise en charge d'une maman avec son enfant placé, et par la suite elle a pu se rapprocher du lieu de vie de son enfant, mais sans pouvoir vivre avec. Et
Et là encore, une bataille juridique avec son avocat qui, voilà, avec la question de pouvoir la rapprocher de son enfant et vivre dans un lieu mère-enfant, mais avec l'appel du département par rapport à sa décision de minorité, ça entrave encore plus du coup ce processus. Et finalement, elle a pu aller dans un lieu de vie mère-enfant avec son fils. Mais là, elle se retrouve du coup en difficulté par rapport au fait que, comme son fils maintenant a 3 ans, il ne peut plus rester dans cet environnement et elle va devoir trouver une solution. Et le temps que l'appel se fasse par rapport au cours de minorité, en fait, elle va être majeure dans quelques semaines. Et donc, il y a énormément de contraintes au niveau administratif et beaucoup de niveaux de prise en charge à la fois par rapport à sa situation d'errance et de multiples ruptures dans le parcours, la question de comment pouvoir se poser dans un lieu dédié, comment pouvoir prendre en charge son psychotrauma, parce que nous, quand on l'avait rencontré à plusieurs reprises, il y a pu y avoir, notamment à la première consultation, des crises dissociatives très importantes avec une rupture de contact, un évanouissement, un réveil avec une angoisse très importante et une peur, même un effroi très authentique, où elle a pu fuir dans le lieu de consultation où on était, d'où l'intérêt d'être dans un lieu plutôt sécure, pour après se cacher dans un coin en ayant l'impression qu'on était des agresseurs. Et ça, c'est arrivé quand même à plusieurs reprises. Et dont aussi avec son fils. Donc là, c'est très compliqué de pouvoir la revoir, puisqu'il ne faut pas qu'elle loupe des jours de travail, puisque sinon son enfin son accès au titre de séjour va être compromis. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour décrire le genre de situation enfin, en quelques mots, qu'on peut rencontrer. Et il y a aussi d'autres jeunes pour qui enfin d'autres filles qu'on a pu rencontrer, qui avaient, elles, des conduites à risque sur les réseaux, beaucoup plus importantes, enfin, au service, plus importantes que chez les garçons. Avec le fait d'envoyer des photos d'elles nues à des personnes qu'ils ne connaissaient pas, avec des faux comptes qui essayaient de faire une sorte d'accroche auprès d'elles avec des fins probablement de prostitution. En tout cas, il y a eu pas mal d'événements comme ça qu'on a pu rencontrer. Je pense qu'on va laisser après la place aux questions parce qu'il y a probablement beaucoup de choses à discuter par la suite. Ça marche. Ben, merci beaucoup pour votre présentation et merci à tous les intervenants. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a un bon quart d'heure pour échanger, à la fois sur la présentation des deux équipes ou sur les données ou les définitions qui ont pu être présentées par Barbara, ou aussi pour partager vos expériences respectives en tant que MPP, de cas auxquels vous auriez pu être confrontés et peut-être de difficultés que vous pouvez rencontrer, vous, au quotidien. Peut-être si on arrête les partages, comme ça on va mieux se voir. Oui, c'est vrai. Hop. Oui, Leïla, allez-y. Madame Lunan. Oui, j'arrive à allumer le micro, pas la caméra, je suis désolée. Pas de souci. Donc moi, je travaille sur le MPP de Nantes. Donc on est en train d'essayer de travailler ensemble avec plusieurs partenaires du territoire sur les difficultés et les freins d'accès aux soins pour les MNA. Alors, on dit MNA et en même temps, ce qui ressort beaucoup, en tout cas du côté des partenaires et notamment de Médecins du Monde qui avaient monté pas mal d'actions ici, c'est plutôt les non reconnus et non pas, enfin, c'est pas tant la question donc, des MNA reconnus ou en cours de reconnaissance. En tout cas, nous, sur notre territoire, c'est la question plutôt des mineurs non reconnus mineurs qui rentrent ni dans la case des mineurs, du coup, mais pas non plus dans la case des majeurs, en tout cas pas du côté de l'hôpital, qui reste sur le déclaratif de l'âge. Même si derrière il y a une décision comme quoi ils ne sont pas reconnus mineurs, quoi. Et on se retrouve dans un espèce de no man's land qui complexifie beaucoup
les accompagnements. Et je sais pas si c'est partagé par d'autres partenaires. Oui, nous, c'est aussi des jeunes qu'on rencontre assez régulièrement, des jeunes qui ont fait le recours et que le recours n'a pas marché. Je sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais Pas marché ou alors qui ont une levée de placement aussi. oui, ça peut après, arriver. Ça. j'ai l'impression de plus en plus de jeunes qui sont confiés via une OPP qui est potentiellement à une durée que de 6 mois, 1 an. Et puis en fait, à la vérification des papiers par la PAF, le placement est levé au bout de quelques mois de prise en charge. Ou au bon vouloir du juge aussi. Donc ça, c'est assez dramatique pour les jeunes qui comprennent pas ce qui leur arrive, en fait, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient arrivés au bout du parcours pour être reconnus, et puis en fait, ils se retrouvent à la rue. Et nous, dans l'accompagnement, vu qu'on est un peu souple, on peut continuer de les accompagner, mais c'est vrai qu'à l'hôpital, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont pas reconnus. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre un jeune qui est en recours et un jeune dont le recours a échoué. Au niveau de la prise en charge en soins, en tout cas à Lyon, c'est pareil. La majorité des jeunes sont orientés en service adulte, par exemple pour les hospitalisations. Sauf exceptionnellement pour la jeune de la semaine dernière, mais sinon, à partir du moment où ils sont en recours et que le juge n'a pas dit qu'il était mineur, ils sont considérés comme adultes. À partir de 16 ans, la plupart du temps, on les a à partir de 16 ans. Les seuls cas où ils ont commencé par de la pédopsie, c'est plutôt qu'ils avaient 15 ans, sous les mêmes aussi. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément une pathologie ou des éléments qui ressemblaient aux autres jeunes du service, et du coup, ils les ont transférés en majeur. Puis ce qui est compliqué pour ces jeunes-là, c'est plutôt au niveau des perspectives positives administratives. Parce qu'en fait, c'est des jeunes qui sont vraiment très, très découragés. Et nous, on a du mal à leur dire, mais si, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça. Donc on essaye de les réorienter vers des assos qui pourraient trouver des filons pour qu'ils soient quand même régularisés à un moment donné, mais potentiellement dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et potentiellement jamais. Mais potentiellement jamais. Donc à ce niveau-là, c'est un peu compliqué de porter pour eux un espèce d'espoir. Et il y en a de plus en plus dans un squat justement qui avant accueillait que des mineurs et où maintenant il y a de plus en plus de jeunes non reconnus qui restent dans ce squat et qui est en train de devenir un squat de jeunes majeurs sans situation, l'endroit où on va tous les lundis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres prises de parole? Oui, Monsieur Serrand. Oui, bonjour, je suis président du CTS de la Manche. Vous avez évoqué, y a-t-il une grande disparité selon les territoires par rapport à ces mineurs non accompagnés? Parce que donc, dans mon département, il y a quelques structures médico-sociales qui s'en occupent, qui sont en lien avec l'ASE, mais je sais pas. Alors nous, on est vigilant aussi par rapport à la souffrance psychique de ces jeunes, puisque on sait qu'il y a aussi des risques suicidaires aussi importants chez ces jeunes, ce qui m'est rapporté. Mais est-ce qu'il y a une grande hétérogénéité selon les territoires? Je pense que oui, mais je ne sais pas s'il y a des données chiffrées. Barbara, je ne sais pas si... Oui, ce que je disais en intro, en fait, que les données chiffrées, elles ne sont disponibles et accessibles et en open data grâce à la mission interministérielle en mineurs non accompagnés qui font état effectivement des nombres de mineurs non accompagnés reconnus et comme ils sont après pris en charge entre départements et entre régions. Et donc, c'est une clé proportionnelle selon les places d'accueil, etc. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par un collectif interassociative avec une méthodologie qui est plutôt bonne et donc ils arrivent à estimer le nombre de mineurs non accompagnés présents sur les territoires français non reconnus, donc en recours en fait. Donc bon, mais
Mais on va dire c'est très compliqué aussi parce qu'il y a des régions et des départements qui ont conventionné avec l'État et donc il y a un fichier qui permet à la limite d'avoir une identité nominative par mineur, des autres des départements qui n'ont pas signé cet accord avec l'État. Donc, les mêmes mineurs peuvent être à un moment donné considérés mineurs dans un département, changer de département et région, et là, il ne sera pas comptabilisé de la même façon, voire il pourrait, d'ailleurs, cet accord a été fait justement pour éviter qu'un mineur non reconnu dans un tel département puisse aller tenter sa chance dans un autre. Donc, c'est vrai qu'au niveau quantitatif, c'est assez complexe. On arrive à trouver, entre ceux qui sont reconnus, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui sont en recours, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à les comptabiliser. Mais donc oui, il y a une grande disparité aussi parce que après, les grands centres urbains, c'est aussi un pôle d'attraction. Donc c'est là où ils arrivent en première intention et les moments où ils ne sont pas reconnus, ils sont en recours, ils ne souhaitent pas quitter l'endroit où ils ont entamé les recours judiciaires. Donc parfois ils restent à Paris ou à Lyon, peu importe, mais dans les grandes métropoles, même si les conditions sont extrêmement précaires par rapport à la prise en charge et l'hébergement, mais ils souhaitent ne pas s'éloigner du lieu où ils ont entamé les recours et les processus judiciaires. Merci bien. Oui, docteur Lecomte. Alors dans le nord, il y a aussi une particularité, enfin avec notamment la côte à la Grande-Synthe, enfin et le Pas-de-Calais aussi avec Calais, qui fait qu'il y a des jeunes qui sont assez peu repérés, ou en tout cas qui quand ils sont repérés par des assos comme Utopia, la Croix-Rouge, etc., on a des difficultés à les insérer dans du soin, ce qui arrive même d'ailleurs même dans ceux qui sont actuellement suivis, hein, qu'on a pu voir. On apprend qu'il y en a quand même quelques-uns qui parfois repartent pour essayer de traverser pour aller en Angleterre, finalement échouent, reviennent, même parfois reviennent dans leur appartement d'issue. Donc voilà, il y a cette particularité qui fait que ça fausse aussi peut-être un petit peu l'estimation. Après, il y a la question aussi du parcours, hein. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y ait une équipe de Lyon et de Lille qui soit spécialisée près des MNA, parce que je pense que la question du parcours migratoire en France est aussi assez importante. Et puis dans le Nord, il me semble qu'on a une des clés, sinon la clé de répartition la plus importante pour les MNA, donc ce qui fait aussi que il y a peut-être un peu plus de jeunes et encore. Après, c'est aussi en adéquation, il me semble, avec le nombre de places possibles au niveau de la prise en charge éducative. Mais pour les jeunes en recours, j'ai assez peu de visibilité. Je sais que d'après les chiffres, il y en avait une soixantaine, un peu plus. Mais en tout cas, il y a ceux qui sont repérés par les assos, surtout ceux d'Afrique subsaharienne. Mais par exemple, ceux du Maghreb, c'est beaucoup en errance et du coup, c'est très compliqué de pouvoir les capter, par exemple. Merci beaucoup. On a le temps peut-être pour une dernière question, une dernière prise de parole. Mais si c'est tout bon pour vous, je propose qu'on s'en arrête là. Un grand merci pour vos présentations qui étaient très enrichissantes. Moi, je m'occupe de vous partager les supports et on a une question, je crois. Oui. Alors, peut-être une dernière question avant de se quitter, de Madame Gaëlle Henry qui demande comment est-ce que vous abordez l'acceptation de soins, prise de soins, traitement d'un point de vue transculturel? Donc, De notre côté, je dirais on essaye déjà d'avoir un lien de confiance qui est hyper fort avant de proposer quoi que ce soit de médical et d'un peu plus invasif, parce qu'on sait justement qu'il peut y avoir des réticences. Et du coup, on l'aborde de cette manière-là. Après, quand il y a besoin pour les prises de sang, on sait qu'ils font, par exemple, à la journée santé
qu'on évoquait tout à l'heure, ils sont obligés de faire une prise de sang. Et c'est souvent un peu complexe. Mais c'est longuement expliqué. Et maintenant Ouais. qu'il y a des personnes qui viennent exprès, qui mettent du temps à expliquer, etc., normalement, il y a quasi personne qui refuse. Sur une 50aine de jeunes chaque mois. D'accord. Oui, Mais oui, ça je demande. confirme. Mm. Une fois Ça qu'on demande vraiment. explique, oui, une fois Ouais, qu'on voilà. a expliqué aux jeunes les pourquoi et les comment, on a un très fort taux d'adhésion aux soins tant somatiques que psy. Après, les problèmes, c'est l'instabilité, la précarité de vie qui fait qu'effectivement, c'est compliqué à adhérer à un traitement sur la longueur. Comme on ne sait pas où dormir, on ne sait pas où manger. Mais d'une façon générale, même en termes de santé mentale, d'ailleurs, les outils de Mélanie Kerlock que nous avons financés, etc., participent au fait de pouvoir expliquer sans mots, mais juste avec les dessins, c'est quoi une interaction avec un psychothérapeute, même dans des pays ou dans des cultures où les rôles et les métiers n'est pas connus. Et pour les traitements, par exemple, pour le sommeil, etc., nous, on insiste souvent d'essayer. Et puis qu'il n'y a rien d'obligatoire et qu'ils peuvent essayer une fois, 2 fois et qu'il n'y a jamais personne, entre guillemets, qui les obligera. Et Quand puis, ce n'est pas des obligations de soins ou que c'est hors de ça. on explique de manière assez détaillée les effets que ça peut avoir. Parce que, par exemple, j'ai en tête l'exemple d'un jeune à qui on n'avait pas pu avoir le temps d'expliquer les effets d'un atarax, je crois. Donc, Le médecin ne l'avait pas fait. Et le médecin ne l'avait pas suffisamment fait. Et en fait, il l'a pris. Et il a eu super peur parce qu'il l'a pris en dehors de sa tente et il s'est vu devenir complètement mou et enfin, détendu comme l'effet d'un atarax. Mais sauf que vu qu'il s'y attendait pas, il a eu super peur. Il a cru qu'il allait mourir. Et donc là, maintenant, on rame pour essayer de le faire revenir aux soins parce qu'il a été hyper effrayé par cette expérience-là. Donc vraiment, prendre ce temps d'explication, c'est assez indispensable et les médecins ne prennent pas toujours le temps de le faire. Même quand c'est des médecins, des PASS qui ont l'habitude. Je pense que des fois, on perd, on oublie, quoi, c'est normal. Et on insiste sur l'intérêt de retourner voir le médecin pour expliquer que ce médicament, il n'allait pas, en disant qu'en France, il y a plein de médicaments, que le médecin, il ne peut pas savoir et qu'un médicament sur nous n'aurait pas le même effet sur un autre que sur un autre. Et du coup, sur l'importance de... Parfois, ça met du temps, mais on trouve au bout d'un moment quelque chose qui convient. Et puis, on passe aussi, avant de passer aux médicaments, souvent, on leur propose de faire de la cohérence cardiaque. On le fait avec eux. On leur explique vraiment tout. C'est guidé avec une application. Et on leur... Cohéra. Oui, ça s'appelle Cohéra. C'est une petite lune qui monte et qui descend. Et on le fait avec eux. On leur conseille de le faire à tel moment, de le faire plusieurs soirs de suite. On leur dit qu'on s'en sert, qu'on le montre à des jeunes qui s'en servent. Et des fois, il y en a certains qui nous écrivent, comme ce matin, pour nous dire que c'était merveilleux depuis qu'ils ont. Donc, on se rend compte que parfois, on se dit, oh là là, lui, il faudrait l'emmener chez le médecin, ça va pas du tout, il dort pas. Et en fait, on lui montre Cohéra et il redort. Donc, Et là, depuis peu, on introduit beaucoup de mélatonine aussi, en essayant comme ça d'abord, et ça marche plutôt bien. Et si ça marche pas du tout, on lui dit qu'on l'emmènera chez le médecin plus tard, mais qu'on essaye d'abord Cohéra plus mélatonine, et ensuite on voit. De l'autre côté, c'est tout pareil. On n'aurait peut-être pas aussi bien dit, mais en tout cas, c'est vrai que le premier contact, enfin le premier élément, avant d'arriver aux dimensions transculturelles, de compromis entre les représentations culturelles de chacun versus les représentations qu'il peut y avoir par rapport à la médecine occidentale, c'est finalement comme ce qu'on ferait avec tout mineur, finalement, qu'il n'y a pas de figure d'attachement, figure parentale, de confiance sur qui il pourrait vraiment s'appuyer. Alors si, au niveau des éducateurs quand même, ou des psychos, souvent ils peuvent nous dire, ah ben voilà, je sais que alors, souvent quand on parle de traitement, il y a des psychologues qui ont déjà parlé auparavant, donc finalement ce travail a déjà été fait pour les jeunes de l'ASE et pour les jeunes en recours. C'est vrai qu'on fait ce travail de mise en confiance, c'est vraiment le but vraiment du premier entretien, c'est qu'il y ait qui comprennent qu'on est là pour pouvoir les aider. Et là, c'est vrai que quand on aborde la question du traitement
On parle vraiment de leurs inquiétudes, de leur représentation de ce que c'est un traitement, comment ils auraient fait aussi dans au pays, et ça passe par enfin, c'est quoi le soin psychique aussi pour eux et comment ça pourrait être expliqué. Donc, comme Mélanie Carlock a bien pu faire au niveau de sa BD, c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir partir du niveau du jeune, quoi. Et on fait beaucoup de travail aussi de réancrage, et ça aide beaucoup les jeunes pour lutter contre la dissociation. Et par rapport alors nous, on a plutôt l'application Respirelax. Enfin, chaque région son truc. Mais bon, c'est vrai que c'est des aides pré-médicamenteuses qui sont vraiment très importantes. Malgré tout, vu qu'on vient un peu en deuxième ligne, souvent la situation a déjà été travaillée par la psychologie structure, etc. Donc c'est vrai qu'on arrive quand même assez régulièrement au traitement. Et ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'ils vont quand même vite, beaucoup mieux. Enfin, des fois, on est hyper impressionné entre chaque consultation, et que souvent, ce qui permet, enfin, souvent quand il y a un traitement, il y a les deux composantes de l'effet du traitement, qui quand même les a aidés, et la confiance qu'ils ont eue et le fait d'avoir pu avoir cet espace d'échange et de soutien, parce que quelqu'un était présent aussi en entretien à ce moment-là, je parlais tout à l'heure de la question de la fonction contenante, et en fait, vraiment, ils ont expérimenté le fait de pouvoir parler de façon peut-être sereine, et même on leur a dit, hein, au niveau de votre récit, vous dites ce que vous voulez. C'est un espace pour vous, c'est un espace de consultation, et là, souvent, il y a quelque chose qui permet de s'apaiser. Et voilà. Donc, et après, au niveau vraiment purement culturel, on essaie au mieux de s'appuyer, lorsque vraiment on arrive à un niveau de complexité, sur les interprètes. C'est pas toujours évident parce que à distance, déjà ils sont assez surpris. On essaie vraiment on le fait vraiment si on sent qu'un interprète prend une place plus importante enfin, déjà même par téléphone, qu'il y a une position de médiateur. Là, on peut se le permettre, mais c'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Et alors, juste avant de se quitter, il y avait deux petites questions, je crois, sur les financements des dispositifs. Il me semble que vous aviez dit que c'était les ARS qui avaient financé, euh, enfin, en tout cas, qui finançaient aujourd'hui vos équipes. Mais vous me corrigez si je me trompe. Et une autre question concernant est-ce que vous aviez constaté une baisse des arrivées des jeunes mineurs isolés? Et c'était juste pour reprendre ce qu'avait présenté Barbara au début du webinaire, qui tendait plutôt à montrer que c'était une augmentation des mineurs non accompagnés. Et puis ça fait écho aussi à ce que vous disiez sur les besoins d'avoir une prise en charge dédiée et spécifique. Je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci beaucoup. Je vous enverrai donc le support et l'enregistrement du webinaire. Et on vous tient au courant pour le prochain webinaire qui se tiendra normalement le 16 mars, je crois. Très bonne journée à toutes et tous et merci encore pour les présentations. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.